Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi ce soir sur la feuille de match, c'est une équipe réduite. On s'est mis en mode after foot parce qu'on va pas être nombreux dans les studios. On a que des mecs de la feuille de match qui sont là, mais on a sûrement les meilleurs qui sont avec nous. C'est Vincent. Le milieu de terrain surtout. C'est exactement. C'est Vincent et Nathan. Comment ça va les gars ? Ça va. Je sais pas quoi dire là. Il est 20h00. On a démarré, il était 59. C'est historique. Rare, c'est rare. Rien va bien se passer à partir de là. Ça, c'est sûr et certain. Autant de rigueur que de Jager et Van den Boomen. Il est chaud. Vous aurez remarqué l'absence d'Auxence, c'est normal. On l'a prêté et c'est un peu comme les équipes de Ligue 1. Il a du mal à enchaîner 2 matchs d'affilée. Donc on l'embrasse bien sûr. On a notre meilleur technicien avec nous. Je parle pas bien sûr de Mathis, mais évidemment de Elliot. Comment il va Elliot ? Salut, ça va très bien et vous ? Ça va et toi ? Qui a mis Mathis sur le banc quand même depuis quelques matchs. Qui a mis Mathis sur le banc. Ouais, c'est vraiment notre titulaire Elliot là. Du coup, c'est le moment de lancer le mercato là. Ça se rapproche dans 1 mois et demi. Mathis, option d'achat, sans option d'achat, prêt, départ sec. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah moi la clause elle est à 2 €. Bon, écoute, Euro symbolique. là c'est un acte de générosité là que vous pouvez faire, messieurs dames. Ça va être une très belle émission messieurs, parce qu'on va avoir pas mal d'actu et de monde surtout qui vont venir avec nous. Au programme de cette émission, le résultat des jeunes, des centres de formation, des féminines, ça vous en avez l'habitude, c'est la petite chronique qui démarre toujours cette émission. C'est Nathan qui nous fera le plaisir de nous dicter tout ça. Il y a des buts. Il y a des buts. Spoiler. On fera un retour de QRM TFC et avec ça, pour pas laisser Elliot tout seul dans son British Airways, tout ce que tu veux là, c'est Greg qui sera avec nous, notre anglais fidèle de Rouen bien sûr, on l'embrasse, qui a vu le match samedi, qui viendra débriefer avec nous ce magnifique 0-0. Ensuite, on fera la preview de la Coupe de France. Et là, messieurs, dames, on aura l'honneur d'avoir le vice-président de Libourne FC, monsieur Philippe Sénat. Et ça, c'est très très chouette qu'il ait pu répondre présent à notre invitation. On le remercie. De toute manière, on le dira tout à l'heure en direct. Mais il va vraiment pouvoir nous parler du club, de ce club de N3, pardon. Historique, ouais. Exactement. Il va pouvoir nous en dire plus. Vous verrez sur la preview, on aura du coup le vice-président. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram, particulièrement sur Facebook avec le direct, c'est Vincent qui gère, n'hésitez pas, même si je pense que certains sont sur le Space TFC sur Twitter. Nous, on aura le plaisir de pouvoir nous réécouter en replay. C'est aussi l'occasion de leur faire un coucou, tout simplement. Toutes les personnes qui nous écoutent en replay, qui auront pu profiter des deux côtés du Space du TFC, qui en plus c'est intéressant. C'était sur le est-ce que Toulouse est une ville de foot, donc c'est un sujet quand même qui est avec Jeannot et qu'on avait reçu dans l'émission, et Anthony Roux qu'on espère pouvoir recevoir un jour dans cette émission, bien entendu. Messieurs, c'est parti pour cette. Je sais même plus combien, parce qu'après 100, on compte plus. 129e. Non, mais on compte plus après les 100, non ? C'est un peu comme avec ta meuf, c'est quand ça fait 1 ou 2 ans, tu comptes plus après, non ? Enfin, Vincent, il connaît pas ça. Allez, on y va, les gars, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Si, je vous promets, Vincent, il enchaîne. Allez les gars, c'est cadeau. C'est c'est gratuit. D'habitude c'est quand les mecs sont pas là qu'on envoie des pavés, mais là j'en profite, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs il y a Auxence qui te fait un bisou aussi, donc. Auxence qui a été très bon hier sur Balance ton sport, une émission de Rémi Larieux qui est une très belle émission d'ailleurs, et qui est déjà venu, et qui est une super émission, et qu'Auxence a très bien fait du bon taf, a bien représenté la F2M, et surtout a eu plein de congratulations de la part des chroniqueurs, donc c'est bravo à lui. Du coup on en profite pour dire qu'il n'y a pas de clause libératoire, Auxence. Non, c'est la pépite, c'est le skita de l'émission. Et encore, vous entendez pas trop Elliot les amis, mais vous inquiétez pas qu'on n'en a pas qu'une de pépite. Allez, messieurs, on enchaîne avec les news, et c'est Nathan qui va nous parler des résultats de ce week-end. Et il y a pas mal de buts. Ouais, messieurs, il y a des buts, il y a eu du suspense, il y a eu du spectacle. Allez, on va commencer. Donc c'est la réserve qui se donne de l'air au classement en s'imposant 2-0 face à Fabrègues grâce à un doublé de Begraoui en première mi-temps. À noter la présence donc de 9 joueurs pro au coup d'envoi, donc Peterson, Sanabre, Begraoui, Bangré ou Zobo par exemple. La réserve, elle compte désormais 8 points au classement, toujours devancée d'1 point par l'AS Muret. Et le leader, Alès, compte 10 points de plus. Donc ça va être assez difficile à aller chercher. Donc le prochain match se déroulera à Narbonne samedi à 18h face à une équipe en plein doute et qui compte 3 points de moins. Donc on enchaîne avec les U19 et les U17. Donc c'est le dernier week-end de trêve pour ces deux équipes. Ils reprennent ce week-end donc avec la réception de la SSE
pour les U19 à 15h à la Ramée. Donc la SSE qui est quand même deuxième. Donc ça risque d'être un sacré bon match. À la Ramée, il joue ? Ouais, à la Ramée. Ouais. Ah, je crois que, tu vois, je pensais qu'il ne jouait plus là-bas. À l'époque, c'était. Oui, à l'époque. Ouais, c'était là-bas. Je pensais qu'il jouait encore sur l'annexe, mais. C'est les infos de la Binocle. Donc je lui fais confiance. Il est quand même très calé sur le sujet. Et c'est quand ça, samedi 15h ? Samedi 15h. Ouais. Dimanche 15h. Ouais. Dommage, on sera dans Maliebourne. Et la U17, donc eux, ce sera le samedi, par contre, à 15h, sur l'annexe 1 du stadium, face à Marignane. Donc le TFC qui aura l'occasion de reprendre sa première place. Moi, dimanche, 10h30, je joue en U15 face à Saint-Lisman. Ça intéresse des gens, je sais pas, c'est à Cugnot, mais on s'en fout. Écoutez, si vous avez rien à faire un samedi matin, voilà, vous savez où aller. Si vous aimez le foot, n'y allez pas surtout. Exactement. Il y a le marché à Cugnot, allez voir Camille. Donc, un marché l'office de tourisme. Allez, on enchaîne. Donc ensuite on va enchaîner, on va faire un gros plan sur les féminines, donc carton plein pour les féminines. On va débuter par le plus petit des scores de la section féminine, 12-0 avec la victoire 8-0 face à Portet. Donc les filles d'Antoine Gérard, elles sont actuellement premières de leur poule en attendant le résultat de Hoche. Elles continuent ainsi leur opération remontée de la plus belle des manières avec 4 victoires en 4 matchs. Donc la semaine prochaine, très propre pour une équipe qui a galéré depuis 2 saisons maintenant, c'est vraiment reparti sur ses bonnes bases. Donc la semaine prochaine, les violettes, elles se déplacent à Hoche justement. Pour le match au sommet de cette journée. Et à noter donc dans cette poule la victoire très serrée de Rodez contre l'Aiguevin, donc 17-0. C'était, il y avait un peu de suspense. Serré. Ouais, très serré. Très serré. Ensuite, pour les petites anecdotes aussi, on va enchaîner avec la R2. Donc c'est les joies du district en R2 puisque la réserve des Violettes a mené 13-0 jusqu'à ce que le club de Millau, donc Millau pas dans l'Aveyron mais notre Millau, décide d'arrêter la rencontre. Donc résultat, le match est indiqué comme arrêté sur le site du district et Millau pointe à -1 au classement. Donc ils ont -1 point. Tout en bas du classement. Donc, ils n'ont pas arrêté parce que Vincent était nu sur le stade. Hein. Non, c'était pas sur ce match-là, mais ça peut arriver. Là, il n'y a pas -1 point. Hein. T'as surtout une garde à vue, interdiction de stade. Et... Je connais pas le commissariat de Millau, mais écoutez, prochaine fois. Hein. Je sais pas vous, si on peut juste te couper de 30 secondes, Nathan. On peut se tutoyer, exactement. Les féminines, ça marche du feu de Dieu. Ah ben depuis que c'est ouf, j'ai l'impression que ça a été dans la politique du renouveau du club de mettre en avant les féminines aussi. Et on sent qu'il y a vraiment un enjeu de retrouver les hautes sphères du foot féminin. Donc c'est super plaisant à voir chaque week-end, quoi. On a l'impression que... Moi, ça m'inquiète un peu pour le foot féminin régional surtout, parce qu'au final, on se rend compte qu'une équipe comme l'OCF n'a rien à y faire et que même s'ils sont plus bas, ils ont quand même une structure professionnelle, plus professionnelle que des clubs de village ou autres clubs régionaux départementaux plus modestes. Et le fossé est énorme. Je veux dire, c'est intéressant pour personne ce genre de rencontre et surtout si elles s'enchaînent. Bien sûr. Je veux dire, c'est aussi le risque que les féminines, quand elles montent, se prennent, elles se fracassent parce que c'est la première fois qu'elles auront une opposition en 2-3 ans. C'est un risque. Et c'est aussi le risque de ce championnat. Ça prouve aussi qu'elles n'ont rien à faire en régional, que c'est un club de D2, je pense qu'on peut le dire. J'attendais ce match face à Portet, entre guillemets, parce que Portet est un club qui est monté déjà en D2, si je dis pas de bêtises, et qui a une structure, assez forte sur le football féminin. Et 8-0, enfin pas 8, non, combien de 8 ou 12 8-0, exactement. Ça pique. Hein. C'est comme Hoche aussi qui avait affronté dans quelques jours, qu'elles ont affronté en Coupe de France aussi. Alors 10-0. 10-0, c'est une équipe qui est censée être de la moyenne haute du championnat, donc c'est pour montrer le fossé qu'il y a quand même, quoi. Ouais. C'est vrai que moi je te rejoins aussi, Vincent, sur ce que tu dis. Hein, attention aussi avec ces petits clubs, etc. Mais après, c'est compliqué de développer le football féminin. On est, en France, en tout cas, je pense qu'on est très en retard sur le développement du foot. Il y a un fossé entre la D1 et la D2 déjà. Surtout, on a l'impression que ça stagne depuis des années, surtout. Il y a un moment, il y a le retard commence à se rattraper. Puis j'ai l'impression que ça fait des années qu'on entend les mêmes choses, qu'il n'y a pas forcément d'évolution, qu'on voit des écarts énormes, qu'on voit la première division qui est semi-professionnelle avec des roustes aussi chaque week-end, avec des clubs largement au-dessus, des clubs qui ont beaucoup de mal à se structurer. Ce serait intéressant de voir justement un coach des féminines ou des acteurs du foot féminin régional pour pouvoir débattre de ça. Est-ce que le TFC en soi est professionnel ou pas par les structures et ou autres? Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi, on lance l'invitation bien sûr au club. Et si le club ne répond pas, on ira voir peut-être sur des clubs un peu plus régionaux. La trêve internationale va arriver, messieurs. Il faut qu'on trouve des sujets de toute manière. Donc, du coup, la R2 avait perdu leur premier match et l'équipe s'est bien reprise et pointe à la 2e place derrière Colomiers. Enfin, on finit avec les U19 Violettes qui sont baladées ce week-end en s'imposant 9-0, donc 7 matchs avec victoire et première place avec 8 points d'avance sur l'OM.
Et ça, c'est bon, ça. Et j'ai un petit mot donc, pour le Forza Viola FC. Yes. Donc j'ai vu qu'ils ont mis un post il y a 1 heure sur Instagram. Donc ils ont fait 3-3 contre Saint-Alban en coupe. Et ils ont gagné 2-0 à Saint-Alban aussi. Donc voilà. Petite dédicace au Forza Viola. Mais qu'on avait reçu, qui était fort sympathique. Qu'on pourrait contacter d'ailleurs, Vincent, pour les affronter. Ça pourrait être d'ailleurs, intéressant. on lance l'appel. Donc le Sporting Club Toulousain, équipe de foot à cette FSGT, cherche un adversaire pour un match de foot à 11 pour se préparer pour la Coupe Haute-Garonne de FSGT. Voilà. Alors, ça a donné quoi les résultats? Hier, on a gagné 8-1 en coupe, au premier tour, en Ça troisième donne de envie. finale. Le meilleur passeur est devant vous. Voilà. Messieurs, on va enchaîner et on va recevoir notre Anglais préféré, Greg, qui va nous faire le retour du match, mais juste avant. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Ça résume bien le match de ce week-end. Greg, comment tu vas? Oh là les gars, ravi de vous entendre et d'être accueilli par un technicien. Comme quoi ça progresse la feuille de match. Eh bien sûr. Il est là. En plus, c'est quoi, on fait pas les choses à moitié dans cette émission parce que Elliot, tu vois, il est un peu comme toi. Il a pas l'accent, mais c'est un peu un British dans l'âme. Bon, il est juste supporter de Liverpool, donc tu vas peut-être pas trop l'aimer en tant que supporter de Manchester. Mais excusez-moi, je reviendrai alors. mais après, tu vois, bon, on peut pas avoir toutes les qualités non plus, quoi. Il y connaît rien en foot comme toi, tu verras. Ok, tant mieux alors. On va s'amuser pendant un quart d'heure. Bon, bienvenue à toi, Greg. Greg, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un membre permanent de la feuille de match rugby, parce qu'à l'époque, on faisait aussi du rugby, et qui a aussi participé de nombreuses fois à la feuille de match foot, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous à chaque fois qu'il le peut, et c'est toujours un plaisir de t'accueillir avec nous. Et si tu es avec nous ce soir, c'est pour parler du match de Quevilly-Rouen, face au Toulouse Football Club, parce que tu étais au match. Juste avant qu'on te demande ton avis et tes impressions sur ce match, Nathan nous a préparé un petit résumé. Tout à fait. Donc le TFC, leader. J'essaie de poser un petit peu, de prendre une voix un peu de suspense. Après, vous suivez. Non, le TFC, non leader, qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs contre le Paris FC et Guingamp avant de se déplacer samedi soir sur le terrain de Quevilly-Rouen, 15e. Donc ça promet. Ça promet pour un match qui s'annonce palpitant, n'est-ce pas, Greg? Donc, allez, on va se recentrer. Donc, pour ce déplacement à Seine-Maritime ce samedi soir, Philippe Montagnier aligne le désormais traditionnel 4-3-3. Donc, à noter que l'intégralité de l'axe gauche a été changée par rapport au match de Guingamp, avec les retours dans le 11 donc de Silla et Donaïou en lieu et place de Diarra et de Ratao. Donc, pour le reste, c'est une défense classique avec Diakité et Nicolaisen dans l'axe, Dessler à droite. Le trio Batav est toujours installé au milieu de terrain dans le but d'alimenter une attaque constituée de Hillé, Ngoumou et donc Donaïou. Donc le match débute avec une première occasion à la 5e minute pour les hommes de Bruno Irles avec la frappe du joueur normand qui frôle la lucarne de Maxime Dupé. Les Toulousains vont répliquer avec la première occasion de Onaïou qui va buter sur le maître grâce à un très bon service de Silla côté gauche. Il n'en faut pas moins pour enthousiasmer donc la 60aine de supporters toulousains présents à Quevilly. Donc c'est à souligner quand même qu'ils ont un gros dep encore. Un gros dep pour aller voir ce match-là. T'as dit quoi, Greg? Je les ai pas vus, les 60 supporters. Ouais, est-ce que t'as mal compté? T'étais bourré encore. Moi, je pense Moi, j'ai fait approximativement, mais je pense qu'il y avait une bon parquage quand même. Donc, par la suite, donc, c'est une domination toulousaine qui va s'installer, 70% au total dans la partie de possession. Donc, les hommes de Montagnier vont se procurer beaucoup d'occasions, avec la tête de Nicolaisen qui a bien failli surprendre le portier de QRM. De Jagereux va s'essayer ensuite aux 25 mètres et voit sa frappe frôler le poteau droit. Sur une autre action initiée par Silla, Onaïou centre pour Hillé à l'intérieur de la surface qui tente de couper la trajectoire mais voit le défenseur contrer au dernier moment. Donc la pression s'intensifie et sur un corner frappé par Van den Boomen, c'est Onaïou qui reprend de la tête suite à une remise de Spearings, mais le maître va sortir la balle du but avec un peu de réussite. La chance ne semble pas vouloir réussir aux Toulousains et Quevilly va alors se mettre à jouer les coups et contrer. Et à la demi-heure de jeu, sur un U2 bien mené, c'est Gbélé qui va prendre de vitesse Nicolaisen et se présenter seul face à Dupé. Par hasard. Il choisit de frapper côté fermé et sa frappe va terminer dans le petit filet. Sur l'action qui suit, c'est suite à une 2 un peu long entre Ngoumou et Dessler. C'est Dessler qui va s'arracher côté droit pour centrer dans la surface. Donc avec un peu de réussite, il et Ngoumou combine et ce dernier bute sur le maître qui a fait un match énorme, c'est quand même à souligner, et qui dégage le ballon en corner. Donc mi-temps, 0-0, Quevilly a été bien en place défensivement et dès que le TFC a tenté d'accélérer le jeu, ils ont su se montrer dangereux, notamment sur les côtés, mais ils sont tombés sur un excellent gardien. Au retour des vestiaires, donc ça a été moins emballé. Donc De Jagereux va servir d'un extérieur du pied Spearings qui va décrocher une merveille de frappe coup du pied en angle fermé qui va obliger donc le gardien de QRM à effectuer la parade.
Par la suite, Illier va se présenter face au gardien, mais le retour du défenseur va l'empêcher d'ajuster sa frappe. Et Ratao, qu'on aura vu en fin de match, qui va entrer à la place d'Onaïou, qui va s'illustrer sur 2 occasions, dont une frappe lointaine et un retourné en toute fin de match qui va passer au-dessus des buts. Donc score final 0-0, 70% de possession, 18 tirs, 8 cadrés, 494 passes réussies contre 137. Du coup, ça montre un petit peu le fossé qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Avant qu'on enchaîne sur ça, est-ce que pour toi le résumé était bon, Greg, point de vue de stade? Excusez-moi, j'étais à la buvette, donc Nathan, il vient de me résumer le match. Merci. On dirait moi à l'époque où j'allais... Non, oui, moi, je pense que autant que ça soit dans les tribunes ou confortablement chez soi, on a tous vu le même match un peu ennuyant. Donc non, Nathan a été très très bon. Merci. T'as pas écouté en fait, c'est pour ça. Non, mais après, par exemple, j'ai pris la déclaration qu'avait dit Jean-Roy à la fin du match. Est-ce que ce nul a le goût d'une défaite? Moi, je vous pose la question. Bon, pour ma part, je trouve que forcément, il y a eu un fossé, on va dire, technique sur le match. On a quand même vu que le TFC était au-dessus. Quand on accélérait un minimum, on arrivait à se procurer des occasions et à contrer cette équipe qui était plutôt bien en place et qui a un gardien qui était quand même au niveau. Mais on sent en fait qu'on n'a pas eu la réussite qu'on a eu face à Auxerre par exemple, où on avait 6 tirs cadrés. Là, on a l'impression que tout ce qu'on allait faire, on allait frapper, ça allait pas rentrer. Donc match sans. Ce match, ça fait moins qu'on le vend, enfin on l'a vendu comme d'autres matchs auparavant, comme le match piège, le match fermé. Au final, j'ai l'impression que c'est celui-là le premier. Les autres, je trouve, on l'a perdu aussi nous. Ce match-là, on a quand même les occasions, on a quand même la domination. Là, c'est juste que ça voulait pas et qu'en fait, c'était le match piège où l'équipe en face a tout fait pour nous faire déjouer avec aussi la réussite. C'était concrètement, pour moi, c'était un match de coupe où il y a une grosse équipe qui va chez une petite et la petite qui se défend bec et ongle pour arracher ce résultat-là. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est sûr que c'était pas un grand match, mais qu'est-ce que Toulouse aurait pu faire de plus? Au final, on se dit sur les nombreuses occasions, s'il y en a un qui rentre derrière, c'est porte ouverte aussi. Vachement discipliné aussi. C'est plus la défense de QRM qui a été à mettre en avant. Oui. Certes, moi j'étais un peu déçu, on va dire, de l'entrejeu qui a pas été à la hauteur pour moi. Parce qu'on est beaucoup passé par les côtés. Oui. Mais voilà, on est passé par les côtés, on les a un peu bougés, mais ça a été vachement solidaire. En fait, ils nous ont bloqués. Donc je félicite cette équipe-là qui a su nous faire déjouer. Nous, on n'a pas su suffisamment accélérer le jeu, on n'a pas su mettre beaucoup de rythme aussi dans l'entrejeu. De Jagereux qui est inexistant depuis maintenant 2-3 mois. Oui, venir après, ouais. Mais voilà, c'est le genre de match, comme l'a dit Vincent, tu en mets un, tu peux en mettre 6 quoi. Tu le rejoues 10 fois, je pense que tu gagnes 9. Bien sûr. Et là, tu fais 0-0. Toi, Greg, quel a été ton ressenti point de vue des tribunes? Même si on a compris que c'était quand même un match assez pesant et pas forcément très joli à regarder, et voire même ennuyant, on peut le dire, je pense. Je veux quand même mettre en lumière la performance de QRM parce que ils ont perdu aucun de leurs gros matchs, enfin des gros matchs, ils n'auront pas perdu face aux 4 premiers du championnat, Toulouse, Auxerre, Sochaux ou Ajaccio. C'est peut-être une équipe qui cherche à se maintenir en Ligue 2, mais qui face aux gros réussit à engranger des points. Ça me rappelle un peu l'époque du TFC en Ligue 1. Et pour avoir été au match... C'était bizarre comme performance, vraiment, parce qu'on sentait que Toulouse pouvait faire un coup, mais en même temps, on se disait que QRM aussi pouvait être un peu ce petit poussé qui pouvait tout chambouler. Je pense notamment à la face à face d'un attaquant de QRM face à Dupé, là, il aurait pu la mettre, et là, je pense que ça aurait rendu encore le résultat plus difficile pour Toulouse. Donc, c'est vrai que c'était ce match piège. Après, est-ce que c'est 2 points perdus ou 1 point perdu? C'est difficile à dire. Dans la dynamique, t'es premier, tu vas chez le 15e, c'est 2 points perdus. Vu le match que tu fais, sachant que tu domines et que tu dois le remporter. Et puis que t'es sur 2 matchs en victoire aussi. Exactement. Mais il n'y a pas un signe de fatigue aussi du côté du TFC? Ça fait quoi? Ça fait 3 rencontres où il n'y a pas eu de victoire. Ça veut dire que la trêve va faire du bien aux joueurs et ça sera pas trop mal pour recharger un peu les batteries. Ouais, Vincent, des réactions? Ouais, on a 2 réactions. On a Johan sur le Facebook Live. Même si on a dominé, on n'a pas été bon, tu marques pas et devant, t'es pas efficace. Donc il faut régler ce problème. Pour Diane, les équipes adverses nous empêchent de jouer. Cela devient vraiment difficile. Il faut changer de système peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est l'attaque là qui a pêché. Alors, attends, je vais te laisser enchaîner parce que
T'as bossé la fiche de route, c'est très bon, donc vas-y. Hein. Non, moi j'avais mis en avant le fait que le TFC piétine donc depuis le match à Auxerre et que donc ses adversaires sont revenus à un point. Donc est-ce que c'est inquiétant? Et qu'est-ce qui a changé du coup par rapport au match à Auxerre en fait? Et je pense sincèrement que ce match face à Auxerre est un feu de paille. On en a mis 6, ça arrive une fois tous les 20 ans ou 10 ans, voilà. C'était magnifique, c'était beau, mais comme on l'a tous souligné, comme on l'avait débriefé ici, c'était 6 tirs, 6 cadrés, 6 buts. J'exagère un peu sur tout ça, mais on n'est pas loin de la stat. Là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est, tu l'as dit, 18 tirs, 8 cadrés, 0 but. Ben, si sur les 6 d'Auxerre, t'en enlèves 2, t'en mets 2 samedi, ben oui, tu vas gagner 2-0. Mais voilà, on est tombé sur une équipe qui nous a posé des problèmes parce que défensivement ils ont été bons et tu as eu raison de le souligner parce qu'ils nous ont emmerdés et Greg aussi qui était au match nous le fait souligner et qu'ils n'ont pas jamais perdu encore cette saison face au gros du championnat. On perd 2 points parce qu'on est leader et qu'on se doit d'aller gagner à Quevilly-Rouen, on se doit d'aller faire un résultat là-bas. Vu la physionomie du match, encore plus. Cependant, on est encore premier. Oui, Auxerre revient. Oui, Sochaux n'a pas gagné et a perdu face à Nîmes et nous fait une TFC l'année dernière dès qu'ils ont l'occasion de passer premier. Ouais. Ils se chient dessus. Il va y avoir un énorme choc à la reprise entre le TF et Sochaux. Et bien voilà, là, comme il l'a dit Greg, il y a la trêve, il va y avoir la Coupe de France, on va faire tourner, les jeunes vont jouer, on va changer un peu d'univers, on va bosser. Et ça se trouve, à la rentrée, on va repartir, on va péter Sochaux et on dira ah putain, c'est fantastique, on a les amis à 3 points, etc. C'est le match clé, Sochaux. Ça va être un des matchs clés. La saison est très longue, ça va être un des matchs clés. Moi, je pense que c'est la période qui est clé là. La période hivernale, c'est très con ce que je dis là, mais les 3 prochains mois qui vont arriver, je pense que ça va être vraiment décisif dans la saison parce qu'on a commencé très fort et attention. C'est là que ça joue. On a toujours eu des creux en hiver, hein. Même en Ligue 1, ça nous arrive d'avoir des énormes creux en hiver. Puis un sacré embouteillage en haut du classement. On se disait il y a un début de saison qu'il n'y avait aucune équipe qui était au-dessus de l'autre, que c'était assez homogène comme championnat. Et ça se ressent bien parce que là, on voit le 4e qui est revenu à 2 points, à savoir Sochaux, Ajaccio qui est sur le podium. On pensait qu'on avait fait un léger break en battant Auxerre et qu'on aurait pu creuser encore plus l'écart avec une victoire à Paris. Ça n'a pas été le cas, on a piétiné donc 3 matchs consécutifs et derrière ça laisse le temps aux autres de revenir. On pensait qu'Auxerre on les avait enterrés avec le 6-0, mine de rien ils reviennent, ils ont gagné 4-1 ce week-end. C'est peut-être un match qui les a motivés encore plus. Donc, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la méforme. C'est une question que j'avais posée aussi. C'est la méforme de Jagereux. C'est savoir ce que vous en pensez. Et de parler aussi par rapport au match d'Auxerre. C'est le dernier match où on a brillé. C'est quand on avait changé de milieu de terrain. Donc il y avait Mboué, Jean-Ro. Et de Jagereux n'était pas là. Donc est-ce que ça a un lien pour vous le fait que la méforme de Jagereux est-ce qu'il ne faudrait pas, on va dire, refaire confiance à l'équipe qui avait brillé face à Auxerre? Après, il gère son effectif. Après, c'est une saison est longue. Je pense qu'il y aura du temps de jeu pour tout le monde. On a vu l'an dernier des joueurs qui ne jouaient pas du tout en début de saison ou qui aiment peut-être 90 minutes de jeu cumulés au même niveau de la saison et qui, au final, ont eu un temps de jeu plus que correct. Après, oui, ça fait un petit moment. Après, c'est quand même dur de sortir son capitaine de l'effectif. Exactement. Après, ça n'a jamais fait de mal à personne, un tour sur le banc. Puis là, pour le coup, quand c'est 1 fois, 2 fois, d'accord, mais là ça fait quand même un petit moment où ça va pas, c'est aussi bien pour lui qu'il puisse souffler, parce que peut-être même il y a quelque chose qui est physique que pour des Jagereux, il a peut-être aussi vraiment, il a peut-être besoin de souffler simplement. Est-ce que c'est pas le schéma qui lui plaît pas, qui lui convient pas? Moi je pense sincèrement que le Jagereux qu'on a vu l'année dernière, c'est pas quelqu'un qui a surperformé. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur de football qui a sa place dans certaines équipes de Ligue 1, alors pas les tops équipes, hein, mais dans une équipe de milieu de tableau, il a sa place en Ligue 1 et j'en reste persuadé. Cependant, le schéma tactique qui est proposé par Montagnier, je trouve, ne correspond pas à De Jagereux par rapport au schéma qu'il y avait l'année dernière. Je pense peut-être que c'est cumulé aussi avec peut-être une petite baisse physique ou quoi, ou mentale, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que si on ne retrouve pas le De Jagereux de l'année dernière, c'est dû au schéma tactique, son positionnement et son nouveau rôle sur le terrain. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, la question a été posée, si je ne dis pas de bêtises, Vincent, la semaine dernière, et on ne l'avait pas sorti. Et c'est une question qui revient. Greg, toi, d'un point de vue un peu extérieur, de ce que tu as vu déjà sur le match, comment tu as senti le capitaine toulousain J'allais dire. J'ai pas forcément de précision à rajouter sur le capitaine, mais plus sur l'image que véhicule le TFC dans le championnat. J'ai l'impression que c'est un peu l'équipe attendue par c'est l'équipe à abattre.
Ouais, et notamment par QRM, parce que ils expliquaient qu'avant le match, ils avaient fait 4 heures de visio pour pouvoir bien décortiquer le jeu du TFC. Et voilà, c'est l'équipe à abattre. Et puis du côté dans les tribunes aussi, je voulais le rajouter, mais c'était la première fois où il y avait autant de public dans le stade de QVI, 5000 personnes, alors habituellement ils font 3000. C'est l'effet que le TFC donne à ce championnat de Ligue 2 en étant considéré comme le cadre. Après, pour revenir sur le cas du capitaine, je pense que c'est juste une fatigue chronique de l'ensemble de l'équipe et je m'en fais pas pour ce TFC qui va repartir de plus belle après la trêve. Et je vais mettre les pieds dans le plat parce qu'on parle de Dejaguerre qui est sur le terrain, mais l'absence d'Anthony Rouault qui n'est plus là depuis 6 matchs, hormis Auxerre, on galère un peu aussi. Est-ce que son absence aussi pèse dans cet effectif, quand je vous rappelle qu'il était quand même en pleine bourre, ce n'est qu'un défenseur, mais qui était quand même dans le top 10 des joueurs ayant touché le plus de ballons du championnat. Est-ce que aussi ça nous enlève pas une arme entre guillemets, je parle pas défensivement, je parle offensivement, une arme. Je suis d'accord avec toi déjà sur le point de vue défensif, on va dire, il avait pris en compte certaines erreurs de l'an passé, où il était très rassurant dans l'axe, où c'était le défenseur le plus rassurant, mais c'est vrai qu'il amenait aussi cette capacité de relance, de lien avec le milieu de terrain aussi, avec sa qualité de passe, donc forcément il manque beaucoup dans ce... De ce point de vue-là, de ce qu'il pouvait apporter, même offensivement sur les coups de pied arrêtés, où il marquait pas beaucoup, mais il apportait sa présence. À la relance au jeu long. À la relance au jeu long, il était vraiment, il était vraiment monté en régime cette année. Et moi, j'ai peur que cette blessure l'ait quand même stoppé dans sa progression, puisqu'il était quand même, il était parti sur des bases. Des bonnes bases pour porter le club défensivement et même voilà pour amener, comme tu l'as dit, offensivement, il aurait eu cette patte-là qui aujourd'hui nous manque. On n'a pas de relanceur dans l'axe. Nicolaisen, c'est assez brouillon derrière. Diakité, voilà, c'est plus le rock solide derrière, mais dans la relance, c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, il manque ce profil-là. Après, bon, il n'y a pas que lui. On va dire c'est. Non, attention. C'est une question qu'on envoie comme ça. C'est pas, on dit pas, là, on va pas bien. Rouault n'est pas là. Non, bien sûr. C'est, est-ce que ça peut avoir une coïncidence? C'est plus ça. Est-ce que nous on pense sur le plateau que ça peut avoir une coïncidence? Qu'on entend Nathan. Et moi, je pense qu'on peut dire un petit peu que ça peut y jouer. Vincent, toi, t'as pas encore entendu. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une coïncidence ou pas du tout? C'est juste qu'on est un peu dans un truc, comme le dit très bien Greg aussi, peut-être parce que si on est l'équipe à abattre, qu'il y ait Rouault, Dejaguerre ou Zidane entre guillemets, c'est pareil. T'as besoin de joueurs classe d'une équipe, il en fait partie maintenant, c'est quelqu'un qui est là depuis 1 an et demi, qui est solide, qui a gagné sa place concrètement, puis il a fait des matchs sacrément propres en début de saison, donc il est lié forcément. C'était devenu, on en parlait un petit peu au moment où il y avait aussi Gabrielsen qui était encore là, c'était devenu ce leader naturel de la défense que Gabrielsen n'était pas, donc automatiquement, même s'il y a des bons joueurs à sa place, on a Diakité et Nicolaisen font le taf. Mais plus de mal, mais Diakité fait le taf. Mais c'était quand même un leader aussi, un leader technique, en confiance, par rapport à Diakité qui a une blessure, Nicolaisen qui est une recrue, donc automatiquement ça fait un plus. Et puis voilà, on est quand même une équipe qui monte beaucoup, donc les premiers joueurs à toucher le ballon, c'est les défenseurs qui montent assez haut, qui se projettent, donc automatiquement si on a un joueur qui a l'aise balle au pied, et ça c'est toujours plus efficace et plus d'impact que casser des lignes du ballon. Exactement. Casser des lignes et amener de la présence offensive. Diakité et Nicolaisen n'ont pas cette caractéristique. Donc c'est vraiment ça qui nous manque. Voilà, je prends l'exemple de l'époque d'Abdenour à Toulouse qui, avec une relance, pouvait te faire monter le bloc, quoi, et amener un petit peu de mouvement devant. Comme avec une chandelle, par exemple, il arrive à faire monter le bloc aussi. C'était des mouvements. Non, mais voilà, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. En fait, on sent que c'est statique et on sent un milieu forcément qui doute, mis à part quand Van Den Boomen survole au milieu. Là, on a un Spearings et un Dejaguerre qui ne sont pas au top de leur forme, on va pas se cacher. Et c'est ce qui manque. On balance des ballons où on passe par les côtés. Donc forcément, l'équipe, on va dire, elle est... on peut pas surprendre l'adversaire, puisque l'adversaire nous connaît. Comme tu as dit, que ils ont fait 4 heures de vidéo. Voilà, ils savaient comment Toulouse allait jouer à l'extérieur face à une équipe qui défend bas. Donc voilà, il faut qu'on arrive à amener plus de surprises dans le jeu. Avant qu'on enchaîne sur les tops et les flops, Greg, ton point de vue un peu extérieur, toi le TF cette saison, tu regardes pas tous les matchs, mais tu les sens comment? Vu ce que tu as vu samedi, tu penses que ça va quand même le faire pour cette année ou ça va être compliqué? Non, j'ai quand même trouvé ça très très fort, assez fort quand même. Il y a un point qui m'a marqué, c'est la différence entre le côté droit et le côté gauche. Je trouvais Dessler El Goumou super performant, vraiment perforateur et tout, ça combinait bien.
alors que l'autre côté, c'était un peu le néant, quoi. C'est un peu l'inverse de l'année dernière avec notre Machado, vous êtes dur, hein. Adli, non? Moi, je l'ai pas trouvé hyper cata, Silla. Non, pas Je trouvais- cata, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est moins complémentaire, qu'il y a ça, moins forcément, d'automatisme. Enfin, tu m'arrêtes, Greg, si je dis une bêtise, mais. Non, c'est ça, Ouais. c'est juste tout simplement plus fort. J'ai pas dit catastrophique, mais plus fort du côté droit. Et ça se ressent dans le jeu où, ça va chercher du côté d'Ngoumou parce qu'il arrive à éliminer facilement les défenseurs. Et pour dédoubler avec alors Dessler du aussi. côté gauche, c'est plus difficile, quoi. Vos tops, vos flops, avant qu'on enchaîne sur les notes, Vincent, quels sont les tops ou les flops des gens? Non, c'est toi, pas toi, Ouais. je sais pas. Si, Ah. on a Yohan qui faisait un top un peu général sur Quevilly, en fait, qui a fait son match, qui était en place, il vaut bien se maintenir, il aime beaucoup leur coach. Je valide. Bruno. Je valide. Voilà. Nathan, tes tops. Moi j'avais mis en avant donc les tops. Moi j'ai mis deux côtés. Donc j'ai mis le côté donc de Silla et de Dessler, dans le sens où forcément il y avait une plus grande facilité technique côté Dessler, mais les occasions sont venues quand même, notamment en première mi-temps, du côté de Silla, qui a été initiateur soit de centre direct ou soit d'action côté gauche pour Onayou. Donc sachant que les occasions franches sont passées par là, je mets ces deux joueurs. Moi, le top, je mets Greg. Greg. Ouais, pour s'être tapé le match en direct au stade. C'est clair. Ah, franchement, là, pour moi, c'était le seul top du match. Dit le mec qui C'est est ce prêt que à aller j'allais à dire. Libourne. quand même. Attendez mon top. Toi, Vincent, t'es top? Non, je Ouais, restais pas plus. dans le classique, ouais. S'il Les a son léopards. retour quand même. C'est quoi Les léopards. Oui, les léopards de Curin. Ouais, les léopards de Curin. Aussi. Bah quand même, Greg. ils ont réussi à comment on appelle ça, à tirer du moins sur le match au final, parce que même Oui, si à bah Toulouse, oui. il n'y a pas que, il faut une communication derrière aussi. T'es Donc, top, chapeau. Et, Greg. D'ailleurs, j'ai une petite précision à apporter par rapport à mon ami Karim qui a été présent pour représenter QRM la semaine dernière. Et Oui. le léopard, en fait, c'est l'emblème de la Oui, il nous l'a dit, oui, oui, il nous l'a expliqué, oui. C'est aussi l'emblème de la République démocratique du Congo, d'ailleurs. Ah Oh. oui, bon, j'ai du mal à voir le lien, mais pourquoi pas. C'est bon, oui, non, ça n'a aucun lien. C'est juste camembert. que, voilà, bref. Et, Et lui, il nous l'a expliqué qu'il avait repris l'emblème du club et que du coup, il s'est appelé comme ça. et pour revenir sur mon top, je dirais les supporters de Toulouse parce qu'il faut se le taper, Putain, ouais. Toulouse-Rouen. Surtout quand il n'y a pas de train entre Paris et Rouen. Ah, c'était en Donc J9, ça si fait je dis bien pas de du bêtises. 8 heures de trajet facile et pour un froid de canard à 19h à Quevilly, à côté de Lubrizol, Ouais. je tiens à préciser. Donc, Et ça tes faut flops, voir. rapidement, Greg? Flop. Ouah, con. La buvette. Illy, Le parce son. qu'il n'a pas réussi à transformer ses occasions. Ah, ça, c'est l'anglais qui parle. Nathan? On va dire le flop. Moi, j'ai du mal à taper sur Illy qui quand même se donne beaucoup depuis le début de la saison. Je dirais de Jagereux qui est encore plus, de plus en plus décevant. J'ai pas dit catastrophique, décevant. C'est bon, Vincent? Bon, l'efficacité offensive tout simplement. Voilà, même si une énorme défense en face, il fallait quand même savoir tuer le match. Messieurs, on va s'arrêter là. Greg, on te remercie d'être venu avec nous dans l'émission pour débriefer ça. On te remercie surtout de t'être tapé cette grosse purge. Et, Merci, je suis tombé malade, donc ça valait le coup. et tu reviens, mais bien sûr, quand tu veux, avec grand plaisir qu'on te réaccueillera dans la F2M Toulouse. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Philippe, comment allez-vous? Très bien, très heureux d'être avec vous ce soir et merci de votre invitation. Ben, merci à vous en tout cas de nous avoir répondu présent, c'est vraiment très très gentil. Du coup vous êtes le vice-président de Libourne, donc un club de Co-président. Ça commence pas là. Co-président, pardon, excusez-moi. Oui, non, mais c'est pas grave, puisqu'on est deux présidents. D'accord, donc co-président, non mais c'est important, les mots sont importants. Donc club de National 3, mais est-ce que vous pouvez nous présenter mieux le club s'il vous plaît? Alors, le club de Libourne, c'est un club de 480 licenciés qui sont répartis sur 26 équipes, 26 éducateurs, dont deux équipes seniors, deux équipes féminines
460 000 euros de budget annuel. Ouais. Quoi vous dire de plus C'est déjà très bien. On est en National 3. Voilà. Et toutes nos équipes de jeunes sont en Ligue. Ah bah, donc du coup, c'est un club qui tourne bien. C'est quoi vos objectifs cette saison, Philippe? Alors, notre objectif avant Covid, c'était de monter 2 fois en 4 ans, puisqu'à l'époque, on était en R1. Mhm. Donc, malheureusement, il y a eu le premier Covid. Et comme on était premier, on est monté. On est monté à fin mars. La deuxième année, le championnat s'est arrêté le 31 octobre. Donc, on n'a pas pu, et le classement a été entériné, on n'a pas pu monter. Mais nos objectifs de cette saison ou de l'année prochaine, c'est de remonter en National 2. Les joueurs sont au courant, on a été clairs et on s'en est jamais caché. Et comment se passe votre début de saison du coup? Est-ce que les objectifs sont... Le début de saison, quand on regarde au classement, on est 9e, mais avec 2 matchs de moins. Ouais. Puisque le match contre l'Ège Cap-Ferré a été malheureusement arrêté à la 32e minute, suite à des incidents entre l'arbitre et l'équipe de l'Ège Cap-Ferré. D'accord. Et nous avons aussi également un match de retard contre Chauvigny. Voilà. Donc, c'est un match forfait du coup qui vous attend ou pour vous, pour Cap-Ferré ou oui, on va récupérer 3 points sur tapis vert. D'accord. Puisqu'on menait 1-0 et je vois pas comment la Ligue peut faire rejouer le match. Oui, bien sûr. C'est impossible. Bien sûr. C'est impossible. Donc, si on récupérait 3 points plus le match en retard, on serait dans les 3 premiers aujourd'hui, sachant que le championnat étant dominé par le Stade Bordelais et les Girondins de Bordeaux. D'accord. Est-ce que vous aussi vous les détestez comme nous? Est-ce que quoi? Est-ce que vous aussi vous les détestez comme nous, les Girondins de Bordeaux? Pas du tout, pas du tout. On a joué contre eux vendredi soir en match avancé. On a tous dîné ensemble après. On était 80 personnes. Non, on les déteste pas. C'est ironique, vous avez bien compris que On c'est n'a du pas deuxième cette degré. chance-là d'être invité à manger, nous. C'était un piège. Oui, c'est du deuxième degré. Vous l'avez bien Nous compris. entretenons de très bonnes relations avec les Girondins de Bordeaux. Du coup, cette saison, c'est de la N3, comme vous nous l'avez précisé. Après, vous avez quand même connu le haut niveau national, et c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Mais arrêtez-moi si je me trompe, c'est qu'il y avait aussi une entente à l'époque qui n'est plus d'actualité aussi. Oui, le club a été longtemps associé à Libourne Saint-Seurin. Ouais. Et Libourne a repris sa marche seule dans les années 2010. Voilà. Et donc maintenant, vous avez traîné un peu en régional, vous êtes redevenu devant le plan national. C'était important pour vous d'arriver, de revenir sur le plan national? Bien sûr. Quand une ville comme Libourne de 27 000 habitants a connu la Nationale 2, la Nationale 2, la Nationale 1 et après la Ligue 2, bon, certes, on n'aspire pas à revenir sans Ligue 2, mais une ville comme Libourne vaut largement une Nationale 2, c'est sûr. Oui. Oui, pardon, oui, non, j'ai une question aussi sur vous avez parlé de toutes vos équipes de jeunes aussi qui sont aujourd'hui en Ligue. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a eu pas mal de joueurs importants, des joueurs formés aussi par votre club. C'est toujours important pour vous le centre de formation, enfin, même si c'est bien pas sûr, bien sûr. Mais la formation en tout cas. Ouais, nous avons que des éducateurs diplômés. Ça c'est important ça. Oui. Ils sont tous diplômés. Ils sont tous rémunérés bien sûr, et c'est normal. C'est bien libre. Et nous les formons, c'est-à-dire que on part du plus petit diplôme d'éducateur et on les fait progresser d'année en année. Et ce que veulent nos éducateurs aujourd'hui, c'est essayer aussi de suivre leur équipe. C'est-à-dire qu'on prend une équipe en 13 ans, on la suit en 14 ans, on la suit après en 15 ans, etc. quoi. La formation est importante de toute manière dans ce genre de club amateur aussi. Enfin, il faut. Oui. Il faut. On peut pas se permettre d'avoir 10 contrats fédéraux
comme certains budgets de National 3. On a 5 joueurs dans notre effectif aujourd'hui qui ont été formés au club. Ah, c'est bien. Et donc, c'est important. Ouais, mais surtout pour les jeunes qui sont là, ça montre aussi qu'ils peuvent avoir leur chance aussi au plus haut niveau du club, quoi. Voilà, des Quentin Dussault, des Rémi Coutry, c'est des joueurs comme ça. Et ben, ça fait 10 ans qu'ils sont au club maintenant. Et ils ont fait toutes les catégories. Et aujourd'hui, ils jouent en National 3, quoi. Ouais, bravo à eux et bravo à vous. Maintenant qu'on a bien présenté le club, on va se reconcentrer un peu sur la Coupe de France et ce match de samedi. Il y a Nathan qui a une question pour vous, Monsieur Sénat. Oui, bonsoir, Monsieur Sénat. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait déjà de recevoir le leader de Ligue 2 pour vous ? Une très grande fierté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à vos collègues de Toulouse qui m'ont interviewé aussi. C'est une très grande fierté. Parce que Toulouse, c'est une grande ville. On a suivi un petit peu leurs résultats depuis le début de la saison. Faut pas oublier qu'il y a peu de temps, ils étaient en Ligue 1. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour nous, c'est une très grande fierté. Et vous voyez, on était encore en réunion il y a 10 minutes. On met tout en œuvre pour bien les recevoir. Et c'est très important pour la ville et pour le club. D'ailleurs, comment un club de N3 donc comme Libourne prépare ce genre de rencontre au niveau de la sécurité, du pass sanitaire, des supporters adverses, au niveau de la logistique, comment ça s'organise tout ça ? Déjà, vous voyez, habituellement pour nos matchs de championnat, c'est 10 bénévoles. Là, on est à plus de 60. C'est en plus 20 agents de sécurité. Ça va être toute l'organisation. C'est 25 gendarmes, 10 agents de police. C'est très important. C'est des festivités en plus qu'on n'a pas l'habitude d'organiser ou que le club a su organiser, puisque quand ils étaient sans Ligue 2, c'était comme ça tous les samedis, quoi, ou tous les 15 jours. Donc c'est beaucoup de préparation. Ça va être une longue journée qui va commencer dès le matin. Mais ça va être une belle journée. Terminer. Voilà, oui, une belle journée. Ça va être on a presque envie de vous souhaiter la victoire. Non, mais c'est marrant. On y croit, On y croit. Mais on va y venir, mais vous avez raison. Mais c'est marrant, Philippe, parce que on a, nous, à notre niveau, dans la région, commenté un match d'une R3 contre une N3. Et ce que vous êtes en train de m'expliquer, alors avec toute proportion gardée, nous, il y avait beaucoup moins de bénévoles, de policiers, etc. Mais pour le club de R3 qui a reçu cette N3, c'était le gros match. Donc il y avait une buvette en plus. Il fallait que tous les éducateurs soient là. Il y avait les petits, etc. C'était une fête. C'était vraiment la fête de la Coupe de France. Et dans votre discours, dans ce qu'on entend, c'est pareil à plus grande échelle parce que c'est une N3 qui reçoit une Ligue 2. Mais voilà, c'est aussi la Coupe de France qu'on aime, j'ai envie de dire. On a invité nos 480 licenciés. Bien sûr. Les joueurs, bien sûr, qui seront sur le terrain. Tous nos éducateurs seront là, bien sûr. Donc, oui, ça va être une grosse fête, quoi. C'est une grosse fête de club, quoi. Et oui, je vous disais que c'était un peu la fête de la Coupe de France. Quand nous, on avait vécu ça à moindre mesure avec un club de régional d'une N3. Là, vous, c'est une Ligue 2, mais c'est ça, c'est un peu la magie de la Coupe qu'on aime aussi, qu'on aime voir. Il n'y a que la Coupe qui peut procurer ce type d'émission, ou d'émotion. C'est 90 minutes, puisqu'on sait maintenant qu'en Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Exactement. Donc c'est tout de suite, c'est les tirs au but. Donc tout est possible. Mais vas-y. C'est même une chance supplémentaire pour l'équipe qui reçoit, l'équipe. Parce que là, du coup, c'est vraiment 90 minutes à pouvoir mourir les armes à la main. Après, si on marque avant, mais... minutes, vous savez qu'un match, maintenant, ça dure plus souvent 95 minutes que 90 minutes. C'est sûr. On est bien payé parce que l'année dernière, on a été éliminé à la 92e minute. On sent l'expérience. Mais coprésident, pardon, vous m'avez dit que vous étiez content de prendre une Ligue 2 parce que c'est la fête, que c'est le club, etc. En plus, c'est le leader qui vient chez vous. Puis il y a aussi, on va pas se mentir, ce petit un peu derby régional. Mais est-ce que vous auriez quand même pas préféré prendre un club de votre niveau pour espérer encore peut-être aller un peu plus loin ? Il est clair que financièrement, on aurait préféré faire un tour de plus. Parce que les sommes d'argent entre le 7e et le 8e vont du simple au triple.
Sans indiscrétion, c'est possible d'avoir une... Bien sûr, le 7e tour, c'est 7 500 €. D'accord. Le 8e tour, c'est 52 500 Ah oui. €. Ah, et pour un club amateur, Donc, ça n'a rien à voir. C'est limite un quart du largement budget, quoi. Pour certains clubs. Les buvettes et tout ça, et Ouais. on aurait préféré attendre un tour de plus. Après, le match n'est pas joué. Nous, on est spécialistes de perdre face aux petits, hein, donc vous n'êtes pas encore éliminés. On va pas se mentir. Nous, on n'est pas forcément très sereins. Non. Les joueurs sont hyper motivés. Ils sont prêts. Hein, on sera encore demain soir avec eux, c'est l'entraînement. Non. Nos joueurs sont prêts. D'ailleurs, président, coprésident, pensez-vous créer l'exploit ou pas samedi? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudra mettre comme ingrédient pour créer cet exploit? Alors, je ne veux pas vous parler, c'est de grinta, il faudra être sur le ballon. Il faudra surtout pas les regarder jouer. Hein, il faudra mettre... Pas les respecter, entre guillemets, quoi. Voilà, exactement. Hein, on les respectera avant le match, après le match, mais pendant, non. Ouais. Non. Et d'ailleurs, parce que là, nous, on fait la preview et c'est très intéressant de vous avoir et on vous remercie encore une fois d'être dans cette émission. Mais quelles sont les forces de Libourne cette saison? Où c'est qui peuvent inquiéter le Toulouse Football Club? Alors, notre force cette saison, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de buts, c'est qu'on a une bonne défense. Alors certes, on a plus souvent gagné nos matchs par 1-0 ou par 2-0. Il faudra être patient surtout. Il faudra être patient. Hein, nous faire douter le plus longtemps possible. Il faudra fermer la boutique pendant 80 minutes et jouer les 10 dernières. Il faudra essayer de ne pas prendre de buts rapidement, hein, parce qu'on sait que dans ce type de match, quand vous prenez 1 ou 2 buts dans les 20 premières minutes, après, c'est très compliqué, c'est de revenir. C'est déjà très compliqué sans championnat. Alors en Coupe de France, face à une Ligue 2, c'est quasiment c'est impossible. D'accord ? Voilà, il faudra être patient. Et ne pas se les regarder jouer. Bon, maintenant qu'on a donné les forces, parce qu'on est quand même un petit peu chauvin, c'est quoi les faiblesses de Libourne? Les faiblesses de Libourne? Le fait qu'on est en National 3 face à une Ligue 2. Bien joué, bravo président, bravo. Il y a des joueurs qui s'entraînent 3 fois par semaine et il y en a d'autres qui s'entraînent 2 fois par jour. Ouais, c'est vrai. C'est la différence. C'est vrai. Une grosse différence. On a des questions sur le Facebook Live. On a Oxens qui demande s'il y a un joueur, le joueur le plus dangereux de Libourne selon vous. Depuis qu'il fait... Alors, je dirais que le meilleur joueur de la saison, pour moi, depuis le début de la saison, c'est notre latéral. Alors, c'est pas forcément un joueur offensif, mais c'est vrai que dans le match, il passe peut-être plus de temps à attaquer que défendre. Non, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir dans cette équipe. Ça fait maintenant 2 saisons qu'on a conservé quasiment tous les mêmes joueurs. C'est l'ambiance qui règne au sein du groupe. Pour moi, c'est très important. C'est beaucoup plus important que tout le reste, vous voyez. Le projet club. Le projet, ils le connaissent. Ils l'ont accepté. Il y a des joueurs qui ont joué à plus haut niveau que la National 3. Ouais. Et c'est pour ça que je vous parlais de nos jeunes. Mais tout ça, c'est une équipe. Il faut que ces jeunes soient encadrés par des gens... par des gens, c'est d'expérience. Vous ne pouvez pas faire à ce niveau-là qu'une équipe de jeunes. J'ai une question par rapport à ce match, par rapport au TFC. On a vu le TFC l'an dernier envoyer plutôt l'équipe de National 3 jouer la Coupe. Est-ce que pour vous, ça serait pas un manque de respect, mais au moins une déception de jouer contre finalement une équipe de N3 ou c'est à mieux pour vous? Comment vous le voyez? Oui, j'avais ouï dire qu'ils avaient fait ça. C'est la saison dernière au premier tour. Mais la saison dernière, c'était peut-être différent pour eux dans la mesure où ils étaient en pleine relégation. Et puis il n'y avait pas de championnat. Il n'y avait pas de championnat de réserve l'année dernière aussi. Oui. Et puis ils sont en pleine euphorie, ils sont premiers. Non, sincèrement, je n'y crois pas. Par rapport à ce match-là, nous, quand on a commenté ce match de Coupe de France, donc on a vu une N3 qui est à l'Est, qui est premier de N3 côté Occitanie d'ailleurs. Et je me rappelle que nous, sur le moment, on a été impressionnés par le niveau de jeu. Alors bon, c'était pas le Barça, bien sûr, mais pour une N3, on trouvait que ça jouait vraiment très très bien et que certains joueurs n'avaient rien à envier à certains pros. Est-ce que vous ressentez ça en tant que coprésident de N3, que
parce qu'on le dit souvent que maintenant les niveaux se rapprochent et que ces clubs de national sont plus forcément des amateurs, comme il y a 20 ou 30 ans où c'était le boulanger ou l'artisan qui venait jouer, que c'est souvent aussi des joueurs qui auraient peut-être pu faire carrière mais qui ont peut-être eu un peu de malchance ou pas la bonne opportunité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tout à fait, oui, je suis d'accord avec ça dans la mesure où dans notre équipe, il y a quand même 3 joueurs qui ont fait le centre de formation, c'est des Girondins de Bordeaux. Et ils ont tous, à part nos jeunes, ils ont quasiment tous joué en National 2. Vous voyez, déjà un niveau plus haut. Bien sûr. Ils sont venus à Libourne pour une reconversion, pour une fin de carrière, pour un projet. Donc oui, c'est vrai. Vous savez, on a affronté les Girondins de Bordeaux vendredi soir. J'avais emmené des gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose au club. Et leur première remarque à la fin du match, on a été agréablement surpris par le niveau de jeu. Ouais. Alors certes, pour faire un beau match, il faut 2 belles équipes. Bien sûr. Et c'est vrai que les Girondins de Bordeaux se prêtent à bien jouer. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais vous avez tout à fait raison là-dessus, c'est vrai. Avant de terminer, nous on termine toujours cette chronique par un petit prono. Donc on va faire un petit tour de table et on va finir par vous pour votre prono de ce match. Vincent, ton prono pour samedi, c'est 16h. D'ailleurs, j'en profite, avant que tu donnes ton prono, que les Indians Tolosa, le groupe de supporters toulousains, se fera un déplacement et sera présent, qu'il reste encore des places, donc n'hésitez pas à venir, parce qu'en plus, vu la belle fête que nous prépare le club de Libourne, ça sera encore un meilleur déplacement. 17 degrés. Parfait. Ton prono. Les victoires 2-0 de Toulouse, match serré. Je vais dire Begraoui. Et pourquoi pas Ratao. Un partout, victoire au tir au but pour la magie de la coupe. Et je ne donne pas le nom du vainqueur. Non, on va dire Toulouse au tir au but. Elliot. Je vois un petit 1-0 pour Toulouse, mais match très compliqué et avec un but à l'Étienne de Mvoué. Bon, là c'est normal, on est Chauvin, président, mais vous, quel est votre pronostic? 0-0, victoire au pénalty. Oui, mais vous avez bien raison. En tout cas, un grand merci à vous d'être venu dans l'émission, de nous avoir présenté ce club. C'est vraiment un grand plaisir de parler avec vous et d'en savoir plus. On vous souhaite un très bon match pour samedi. On espère juste que la fête sera belle, parce que c'est pour ça aussi qu'on aime ces matchs de Coupe de France. Ça fait un peu des beaux discours, mais c'est vrai, on va pas se mentir. C'est pour ça aussi que cette Coupe de France existe, c'est pour ces beaux moments. On vous souhaite une belle fête, plein de réussite. Je vais pas vous souhaiter la victoire parce que je reste chauvin quand même. La montée. Mais faites un bon match. Et on souhaite la montée. Mais la montée en N2. Voilà, tout à fait. Et merci à vous tous. Et merci, c'est de votre invitation. Avec grand plaisir, et bon match et bon courage pour samedi, parce que pour avoir connu ça dans un club amateur, je sais que c'est des grosses journées. Oui, merci beaucoup. Au revoir président, et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Messieurs, c'était un vrai régal d'avoir le coprésident de Libourne qui a répondu à notre invitation, très, très gentiment. On va passer au quiz. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Allez, 2 petites minutes, c'est Vincent qui nous a préparé tout ça. Elliot, tu joues bien entendu. Bien sûr. Bon courage, du coup, on va compter les points tout simplement, parce qu'en fait, ça va être une question. Il y a une seule question. Depuis 2004-2005, le TFC a eu 29 adversaires en Coupe de France pour 33 matchs. Je vais demander à tour de rôle de me citer des adversaires. Donc si vous pourrez passer et revenir dans le jeu, c'est pas très grave. Ok, même si ça compte 2 fois, si on a affronté 2 fois les mêmes adversaires. Non. Il y a des adversaires, il y a 3 adversaires que tu as affrontés plusieurs fois, 4 adversaires pardon, et ceux-là, ça compte une fois. On va commencer avec Elliot. Bordeaux, je sais pas. Bien Bordeaux. Joué. Nathan. Lyon la Duchère. Oui, joli. Camille. Gengar. Oui. Elliot. Si Topi fait avec un peu de chance. 3. Et non, 3 c'est pas bon. Nathan. C'est privé. C'est privé, c'est bon. Qu'on a affronté ou qu'on va affronter, ça marche. Non, ça marche pas ça. Qu'on a affronté. Bordeaux, c'est bon. Elliot. Je lui ai dit Bordeaux. Non, t'as dit 3. Non, il a dit Bordeaux avant, pardon, t'as raison. Mais on les a pas affrontés 2 fois. Non, mais ça compte pas, Nadia. Ça compte pas, il faut écouter les consignes. Concentré. Stade bordelais. Non. Dommage. J'en ai plein. On revient sur Elliot. Titre. Châteauroux. Oh, c'est pas loin, mais non. Marseille. Marseille, bébé. Ah putain. Paris. Oui, Paris. Pau. Non. Peut tenté. Nathan. Le Tour de France d'Elliot ce soir. Lille.
Lille, oui. Ouais, quart de finale, 2009. on gagne. Tu rebutes. Il est devant le. Valenciennes. Valenciennes, c'est bon. Quevilly. Non. Et là, je vais vous faire plaisir. Sharain. Oh oui, beau avec les gosse. Solène Oui, Larsen. Ouais, le quadruplé. À Tu Strasbourg, mérites du des coup. Strasbourg. Est-ce que je- Strasbourg, non, pas Strasbourg. Ah, mais je gagne le quiz alors avec C'est ça. pas fini, attends. Rumilly-Vallière. Bien. Et il a merci. cherché sur Google, le bâtard. Non, Regarde, c'est il a Hortense son qui l'a portable. envoyé. C'est Hortense qui l'a envoyé. Il a mis un commentaire sur Il a Facebook. son portable. Nice. Qui? Nice. Oui. Auxerre. Auxerre. Ah, c'est Oui. Coupe de la Ligue. Pas, Ah oui, non, Coupe de la Ligue. Auxerre, je l'ai pas. Putain. Elliot. Strasbourg. Strasbourg, non, c'était dit, c'est pas bon. Allez, un dernier tour. Allez, Attends. l'AS Moulin. Oui, oh, il est trop Oui, bon. bien joué. Clermont Foot. Et non, pas Clermont Foot. Bon, c'est la Lyon. Coupe de la Ligue. Lyon, ça. Ah, j'en ai plein là. Lyon. Allez, Moi aussi, Allez, j'en ai Romorantin. Romorantin, c'est bon. On a oublié. Alors, Bon, Gamsheim, on a oublié Châtellerault, Monaco, Vichy, Valenciennes. Moulin. Qui c'est qu'on a oublié? Les Herbiers, Brest, Ah, le allez, Paris les FC, Sedan. Gazélec, Ajaccio, le PSG, c'était dit. Romorantin, c'était dit. Moulin, Sanois, Saint-Gratien, Putain, il y a que des Bourg-Perona, belle défaite. Reims, Nantes, Niort, Aubagne, Saumur. Vous avez oublié juste tout l'an dernier, mais c'est quand même une énorme victoire de Nathan. Et sur les 29, on en perd combien? Le quiz de la feuille de match est terminé. 24. Je n'ai pas compté, mais franchement, il y a des ça années fait où ils beaucoup. enchaînent en fait un Ouais. tour et merci, au revoir. Mesdames et messieurs, merci à tous, merci Nathan, merci Vincent, merci Elliot, merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook Live, vous retrouvez le replay. Surtout, n'oubliez pas que le déplacement à Libourne, c'est samedi, le départ il est à 10h au stadium, contactez les Indians, s'il reste encore une vingtaine de places sur le bus, de toute manière, dans le bus, pardon, parce que sûr, c'est plus compliqué, Vincent va vous mettre le lien sur le derrière sur- et c'est parti. En fait. on va mettre le lien sur le Facebook Live ainsi que sur nos réseaux sociaux. On se dit à samedi. Encore un grand merci au coprésident Philippe Sénat de Libourne. Oh là là, je vais y arriver. D'être venu Merci, présenter Libourne. son club. On remercie bien sûr tout le monde d'être là. On se dit à la semaine prochaine pour débriefer ce magnifique tour de Coupe de France. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi, chef.